Alors après une année si éprouvante, si harassante, on pourrait facilement se laisser aller à une forme de déprime, voire de dépression. Mais non, tout n'est pas sombre, veut nous dire aujourd'hui Jean-Marc Vittori, Les Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, c'est quoi cet excès d'optimisme-là? 2020, c'est comme une année qui t'a marqué d'une pierre noire. Même le Time a fait sa une, c'était il y a une semaine, en parlant de l'année la plus noire, c'est ça? Oui, la plus catastrophique jamais vécue, en oubliant qu'on avait eu des guerres il y a même moins d'un siècle, qu'on avait eu des choses très désagréables. Oui. Alors évidemment, moi je suis un pessimiste qui se soigne, de façon voilà. Mais là, on peut regarder les choses de manière très sombre. On va avoir la pire récession à l'échelle mondiale, sans doute jamais connue, puisque même pendant les guerres mondiales, il y avait des récessions, mais il y a des récessions dans les pays dits industrialisés. Les autres étaient beaucoup plus épargnés. Là, on a vraiment une chute historique mondiale de la production. En dehors de la Chine. Oui, mais quand on regarde oui. La moyenne mondiale, on va voir une baisse de 3 à 4%, et c'est totalement inédit. Et si on regarde en France, on va avoir près de 10% de chute de l'activité, et c'est le cas dans la plupart des pays dits avancés. Donc on a vraiment une année économique catastrophique, et donc on pourrait se dire ça va être très dur. On a déjà plein de chercheurs qui nous expliquent que ça ne va jamais remonter, que ce qui est perdu le sera définitivement, etc. Et puis, quand on regarde un petit peu... 2020 charrie quand même, selon vous, son lot de bonnes surprises. Il se passe tout de même des choses intéressantes. Et je vous ai lu, parce que c'est à lire dans l'édito du jour, évidemment, des Échos, évidemment. La défaite de Trump, vous faites de la politique maintenant? Quand on parle d'économie, c'est difficile de ne pas parler d'économie, de politique aussi. Il faut, les deux vont ensemble. Moi, je pense depuis longtemps que l'économie est une chose absolument essentielle, mais que la politique doit avoir plus que son mot à dire sur l'économie. Donc, oui, la défaite de Trump, c'est sans doute une bonne nouvelle. Il a eu... On dira plus tard qu'il a eu son utilité. Moi, je pense qu'il a contribué à poser des questions sur la Chine qu'il était important de se poser. Mais en même temps, il a une pratique du pouvoir qui était extrêmement chaotique sur la scène internationale, sur le commerce, sur le climat, et aussi sur la scène intérieure, sur la santé, et sur un pays qu'il a fracturé comme jamais, je pense, depuis la guerre de sécession. Donc ça fait un siècle et demi. Joe Biden... Je crois qu'il faut être très prudent, et je suis frappé de la prudence des Européens à son arrivée. Mais en même temps, ça annonce tout de même quelque chose qui va être un peu plus apaisé, un peu plus calme. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. À supposer qu'il ait du pouvoir, parce qu'on sait bien supposer qu'il ait du pouvoir, parce qu'on parle d'un éventuel canard boiteux, un président sans pouvoir, si effectivement le Sénat est républicain, exactement. Il ne va pas pouvoir faire grand-chose. En Géorgie, le 5 janvier, deuxième tour, pour savoir s'il y a 2 sièges à récupérer. Ça va être dur pour le démocrate. Mais il va pouvoir exister tout de même à l'international. Le président des États-Unis a un certain nombre de pouvoirs qu'il peut exercer sur la scène internationale, même s'il n'a pas le Congrès avec lui. Gouverner aussi par décret, pardon, c'est notre sujet. Mais donc, dans les raisons d'espérer. Donc, il y a ça. Mais c'est là que j'ai envie de vous entendre. Oui, mais il y a aussi l'Europe. Si vous regardez ce que l'Europe a fait depuis un an, elle a fait toute une série de pas en avant qu'on n'aurait sans doute pas imaginé en décembre dernier. Elle a lancé un plan de relance absolument massif. Bon, c'est pas fait, encore que c'est quasi maintenant, ça y est. Oui, mais maintenant, on a passé les obstacles les plus difficiles semblent passer. Un plan de 750 milliards qui est financé par de l'emprunt communautaire. C'est une grande première en Europe. C'est ça ce qu'il me dit. C'est un pas tout à fait frappant. Mais il y a aussi d'autres points sur l'Europe. L'Europe est restée unie face à la tentative britannique de l'éclater dans les négociations du Brexit. Ça n'était pas gagné que l'Europe resterait aussi unie. Elle l'a été. Je pense que ça a été important pour son identité collective. Il y a aussi le fait qu'elle est intervenue dans un domaine où elle n'a pas de prérogative, où elle n'intervient qu'en appui normalement, qui est la santé. La santé, c'est écrit noir sur blanc dans tous les textes européens. Ça reste la responsabilité des États. Mais il y a eu des actions qui ont été menées. Ça a été un peu chaotique. C'est la Commission européenne, ça, pour le coup. Ça a été un peu chaotique au départ. Mais là, par exemple, un exemple frappant, c'est les achats de vaccins.
Les achats de vaccins, alors chaque pays est parti un petit peu de son côté, voir les différents labos pour voir ce qu'ils avaient Il y a une commande dans les globale éprouvettes. faite. Mais il y a eu des demandes globales qui ont permis d'obtenir des lots tout à fait importants, à des prix aussi tout à fait corrects, en tout cas davantage que si chaque pays était allé négocier chacun de son côté. Ça n'était pas gagné d'avance que l'Europe parviendrait à s'organiser collectivement face à ce choc totalement inédit. Puisqu'on parle de l'Europe, on clore évidemment par la BCE, on en a longuement Évidemment. parlé ici, mais qui a agi comme jamais, enfin aussi rapidement, de manière aussi massive. Voilà, alors elle avait déjà agi massivement, mais elle avait toujours eu un peu de mal. Hein. Petit retard à l'allumage. En 2008-2009, la Réserve fédérale des États-Unis avait clairement mené le jeu. La Banque centrale européenne s'était lancée dans des opérations d'assouplissement quantitatif, d'achat d'actifs pour aider les marchés à mieux fonctionner. Seulement en 2015, là, le mouvement a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus ample. On a tiré les leçons de la crise précédente. Et voilà, donc ça fait un ensemble européen qui est tout de même beaucoup plus tonique qu'on aurait pu imaginer. Dans les raisons d'espérer, vous écrivez aussi sur les emplois créés en France en 2019. Au final, 400 000 chiffres révisés à la hausse, mais ça paraît loin, Jean-Marc. Ouais, 2019, depuis, on en a effacé quoi, le double? Oui, mais c'est près du double. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on nous expliquait, depuis la crise de 2008-2009, qu'on avait fait des pertes qui étaient définitives, qu'on ne retrouverait jamais un taux de croissance comme celui qu'on avait avant 2008-2009, qu'on ne créerait jamais assez d'emplois, que la productivité, c'était mort. La France, l'an dernier, a créé, donc, vous l'avez rappelé, 400 000 emplois. Ouais. C'est moitié plus que ce qui avait été dit. C'était même pas une prévision, c'était une estimation. Fin décembre 2019, on disait il y a eu 260 000 emplois créés. On est arrivé à 400 000 emplois. 400 000 emplois, c'est la plus forte création d'emplois depuis 2007. On pensait que 2017 marquerait une sorte d'apogée post-grande crise financière de la création d'emplois en France. Et avec moins de croissance, on a fait plus de création d'emplois. On l'a enrichi, la croissance en emploi. Oui, et dans un pays où on avait encore 7 à 8% de chômage avant la crise sanitaire, c'était quelque chose de tout à fait important d'enrichir la croissance. Il faut se raccrocher à ça, même si ça paraît il faut un peu le rétroviseur. Non, mais simplement, on a des ressorts qui sont solides, qui peuvent jouer. Et dans l'autre sens, aux États-Unis, c'est passé quelque chose de très important aussi l'an dernier, qu'on a découvert petit à petit, parce que ça, on ne l'a pas su tout de suite. C'est que les États-Unis ont accéléré leurs gains de productivité sans cesse. L'an dernier, ils ont fait des gains de productivité du travail de plus 1,7%. C'était la plus forte hausse depuis une décennie. Et là aussi, par rapport à tous les débats sur la stagnation séculaire, sur le fait qu'on était condamné désormais à se traîner, ça montre que tous ces constats-là étaient faux. Et donc, il y a dans l'économie des ressorts qui sont des ressorts puissants, qu'on a vu notamment agir en France. Dès qu'on a eu déconfinement, c'est reparti beaucoup plus fort que ce que tout le monde croyait. Moi, j'ai pendant longtemps pensé qu'on aurait un switch, une baisse rapide et puis une remontée beaucoup plus lente. Et j'ai eu tort. On a eu un vrai V, donc un rebond très très rapide. On a des capacités de rebond qui restent solides, malgré le fait que beaucoup d'entreprises ont souffert. Ouais. Et puis il y a cette campagne de vaccination qui commence au Royaume-Uni, qui commence aux États-Unis. L'arrivée quand même aussi rapide d'un vaccin, c'était pas écrit 8 mois après le début de la pandémie. On vaccine aujourd'hui des gens contre une maladie qu'on ignorait il y a moins d'1 an. C'est une performance absolument inouïe. Ça veut dire que le progrès peut aller très très vite. Alors, ce progrès a été... Certains disent que c'est un virus simple. Oui, bien sûr. C'est certainement plus simple que le sida, clairement. Mais tout de même, en moins d'1 an, on fait un vaccin. Et dans 1 an, on peut espérer avoir vacciné des centaines de millions, voire des milliards de femmes et d'hommes contre cette maladie qui a fait plus d'1 million de victimes. C'est quelque chose. Donc cette performance scientifique inégalée que vous mettez en avant, c'est ça? Et oui, performance scientifique alors sur le vaccin. Et puis derrière aussi, alors on en parle moins parce que c'est moins spectaculaire, parce qu'on n'est peut-être pas aussi avancé. Mais tout de même, si on regarde en moins d'1 an les progrès qu'on a fait dans la prise en charge à l'hôpital des malades, même enfin d'une vague à l'autre, la vague de mars-avril et la vague d'octobre-novembre, il y a beaucoup moins de personnes qui décèdent
dans celles qui sont hospitalisées, y compris en réanimation. On sait traiter les gens mieux. Les séquelles semblent a priori un petit peu pourraient être de moindre ampleur. On a des médicaments aussi, des traitements. Alors c'est moins spectaculaire que les vaccins, mais on a aussi des traitements sur lesquels les travaux de recherche avancent à très grands pas. Ça peut aller très très vite sur des domaines où on pensait qu'on était à des rythmes de croisière qu'on ne pourrait pas accélérer. On peut accélérer quand on le veut, et quand on a une raison très très sérieuse, très très solide de le faire et d'y mettre les moyens, on peut accélérer de manière tout à fait impressionnante. Ouais. Je pense que c'est une leçon qui peut porter aussi pour d'autres domaines. Il y a beaucoup d'interrogations sur la transition écologique, énergétique, et clairement, on peut se dire qu'il y a peut-être des progrès considérables à faire en mettant les moyens en termes de recherche et développement, ce qui est plutôt le réflexe américain que le réflexe européen. Progrès aussi. Mais on peut faire beaucoup. Et Jean-Marc, on finit là-dessus. Progrès aussi en matière de politique économique, puisque le deuxième confinement a engendré une récession bien moindre en termes d'activité que le premier. Preuve que des leçons aussi ont été tirées. Voilà, alors le premier confinement, en particulier en France, on a cogné très très fort pour cogner sur la maladie, pour éviter que les hôpitaux soient engorgés. Et 6 mois plus tard, quand le même phénomène se produit, on sait où est-ce qu'on peut y aller plus doucement, où est-ce qu'il faut garder de la fermeté. Et donc ça fait effectivement une récession, une chute d'activité qui est beaucoup moins profonde. Et ça peut servir parce que rien ne dit qu'on ne va pas avoir une troisième vague quelque part début 2021. On a un gouvernement qui sait mieux faire, à la fois pour fixer les règles, et puis à la fois pour avoir des mécanismes, des filets de sauvetage. On l'a vu sur les entreprises. Les filets de sauvetage ont été beaucoup plus complets en octobre-novembre qu'ils l'ont été en mars-avril. Et donc on a aussi une courbe d'apprentissage qui est assez rapide sur les gouvernements, et ça peut être tout à fait utile. Voilà, tout n'est pas sombre, tout n'est pas totalement sombre. Il y a des raisons d'espérer. Voilà, toujours. À lire aujourd'hui évidemment dans le quotidien Les Échos. Merci beaucoup Jean-Marc.